La porte claqua avec une telle force que les charnières rouillées faillirent se détacher. Le garçon de 5 ans chancela en arrière, ne tenant qu'un sac à dos déchiré et une couverture fine. Ses larmes coulaient sur son visage, sale, tandis qu'il regardait la femme sur le seuil, celle qui était censée le protéger. « Tu ne reviens plus ici, tu as bien entendu ?» La belle-mère croisa les bras, le visage tordu de colère. « Je t'ai mis de la nourriture dans la bouche pendant des années et tu jettes tout par la fenêtre pour une vieille en haillons? Tu es un idiot, gamin. Un idiot qui ne mérite rien de ce que j'ai fait pour toi. » Le garçon ne pouvait pas parler. Sa gorge était nouée, serrée par la douleur et la confusion. Il n'avait que 5 ans. Il ne comprenait pas pourquoi donner un morceau de pain et un verre d'eau à quelqu'un qui avait faim pouvait être quelque chose de si terrible. La vieille tremblait sur le trottoir, ses yeux profonds et suppliants. Comment avait-il pu l'ignorer? « S'il vous plaît. » Sa voix sortit faible, presque un murmure. « Je voulais juste aider. » Elle avait faim. Aider. La belle-mère rit, un son rauque et cruel. « Ce pain était pour le dîner. Maintenant nous n'avons plus rien, à cause de toi. J'espère que cette vieille est satisfaite, parce que tu vas avoir faim avec elle dans les rues. » La porte se referma. Le bruit résonna dans la ruelle étroite, suivi du cliquetis métallique du verrou. Le garçon resta là, tremblant, tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les bâtiments délabrés du quartier. Il ne savait pas où aller. Il n'avait personne. Son père était mort quand il avait 3 ans, et depuis il vivait sous le toit glacé de cette femme qui n'avait jamais montré un brin d'affection. Il se retourna lentement, ses pieds nus raclant le béton irrégulier. La ruelle était maintenant vide. La vieille était partie après avoir remercié, les yeux pleins de larmes, tenant le morceau de pain comme s'il s'agissait d'un trésor. Le garçon continua à marcher, sans direction, juste parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Les heures passèrent. La nuit tomba sur la ville, apportant avec elle un froid mordant qui traversait son t-shirt fin. Il trouva une ruelle sombre entre 2 bâtiments abandonnés et se recroquevilla contre le mur de briques, tirant la couverture sur ses épaules. Son estomac gargouillait. Il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner, et ce petit déjeuner n'avait été qu'un vieux morceau de pain avec de l'eau. Le bruit de pas le réveilla. Il ne savait pas qu'il avait dormi. Ses yeux s'ouvrirent lentement, s'adaptant à l'obscurité. Une silhouette se tenait à l'entrée de la ruelle, découpée contre la faible lumière de la rue. « Tu vas bien, petit ?» La voix était douce, familière. Le garçon cligna des yeux, essayant de mieux voir. C'était la vieille. La même femme qu'il avait aidée quelques heures plus tôt. Mais quelque chose avait changé. Elle ne semblait plus fragile ni voûtée. Il y avait une étrange dignité dans sa posture, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. « Tu es revenu, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Je suis revenu. » Elle s'approcha, s'agenouillant à côté de lui. Ses mains, bien que ridées, étaient fermes lorsqu'elles touchèrent le visage du garçon. « Et je suis venu te chercher. Personne qui fait le bien ne mérite de dormir dans la rue. » Le garçon ne comprit pas. Il la regarda, les yeux écarquillés et confus. Comment une femme sans rien pouvait-elle l'aider? Mais avant qu'il ne puisse poser la question, elle lui prit la main et le souleva doucement. « Viens avec moi. Tu seras bien maintenant. » Ils marchèrent dans les rues sombres, quittant le quartier pauvre et entrant dans des zones que le garçon n'avait jamais vues. Les constructions commencèrent à changer. Les maisons devinrent plus grandes, plus belles. Il y avait des jardins fleuris, des voitures brillantes dans les garages, des lumières étincelantes aux fenêtres. Le garçon serra la main de la vieille, ressentant à la fois peur et admiration. Quand ils s'arrêtèrent devant un portail imposant, le garçon avala difficilement. Derrière ce portail se trouvait un immense manoir, avec des colonnes blanches et de grandes fenêtres qui semblaient briller comme des étoiles. Il regarda la vieille, espérant qu'elle dirait qu'il s'était trompé d'endroit. Mais elle sourit simplement et appuya sur un bouton de l'interphone. Le portail s'ouvrit. « Bienvenue dans ta nouvelle maison », dit-elle, et sa voix était différente maintenant. Plus forte, plus assurée. Comme si cette fragilité précédente n'avait été qu'un masque. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Il entra avec elle, ses yeux parcourant les jardins parfaitement entretenus, les fontaines, les sculptures en marbre. Quand ils arrivèrent à la porte d'entrée, un homme en costume ouvrit et inclina respectueusement la tête. « Bon retour, Madame Whitmore. » Whitmore. Le garçon avait déjà entendu ce nom. C'était le nom d'une famille célèbre, l'une des plus riches de la ville. Mais cela n'avait aucun sens. La femme devant lui était-elle la même vieille en haillons qui avait supplié pour de la nourriture? Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit des larmes dans ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. « J'ai tout perdu il y a bien longtemps, » dit-elle doucement. « Ma famille, mon mari,
ma joie. J'ai passé des années à essayer de me rappeler ce que c'était d'être humaine. Et puis tu es apparu. Un petit garçon, sans rien, qui m'a tout donné. Il ne comprit pas complètement. Mais il sentit, au fond de sa poitrine, que quelque chose de grand se passait. Quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce qui se passe ensuite va encore plus vous surprendre. La première nuit dans le manoir fut comme un rêve dont le garçon avait peur de se réveiller. Il prit un bain chaud pour la première fois de sa vie, avec de l'eau qui n'était pas glacée et du savon parfumé à la lavande. La domestique, une femme gentille nommée Patricia, l'aida à se sécher et lui mit un pyjama doux qui semblait enlacer sa peau. Lorsqu'il se coucha dans le grand lit, s'enfonçant dans le matelas comme s'il flottait sur des nuages, les larmes revinrent. Mais cette fois, elles étaient différentes. C'étaient des larmes de soulagement. Le lendemain matin, il se réveilla confus, ne sachant pas où il se trouvait. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler. Le manoir. La vieille dame. Tout avait été réel. Il se leva lentement et descendit les escaliers en marbre, s'accrochant à la rampe polie. Des voix venaient de la cuisine. En entrant, il vit Madame Whitmore assise à la table, vêtue d'un élégant peignoir et lisant un journal. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as bien dormi ?» Il hocha la tête, encore trop timide pour parler. Patricia posa une assiette devant lui. Œufs brouillés, bacon, tartines avec de la confiture, jus d'orange frais. Il regarda la nourriture comme si c'était une mirage, incapable de croire que tout cela était pour lui. « Tu peux manger, mon chéri. C'est tout à toi. » Il mangea lentement au début, mais bientôt la faim prit le dessus. Pendant qu'il mastiquait, Madame Whitmore l'observait avec une expression douce, presque maternelle. Lorsqu'il eut terminé, elle plia le journal et se pencha en avant. « Je dois te raconter certaines choses. Des choses importantes. » Sa voix était calme, mais il y avait une gravité qui fit que le garçon écouta attentivement. « Mon nom complet est Eleanor Whitmore. J'ai été mariée à un homme très riche, et quand il est mort, j'ai hérité de tout. Cette maison, les entreprises, l'argent. Mais avec tout cela, j'ai aussi hérité de la solitude. » Elle fit une pause, ses yeux devenant lointains un instant, comme si elle voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. « Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas de famille. Les gens autour de moi ne s'intéressaient qu'à ma fortune, pas à moi. Alors, il y a 3 mois, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai mis de vieux vêtements, caché qui j'étais et je suis sorti dans les rues. Je voulais savoir s'il existait encore de la bonté dans le monde. Une vraie bonté, sans intérêt. » Le garçon la regarda, traitant chaque mot. Elle avait testé les gens, et lui avait réussi le test sans même savoir qu'il était testé. Pendant des semaines, j'ai demandé de l'aide à des centaines de personnes. Certaines m'ont ignoré. D'autres m'ont insulté. Certaines m'ont même frappé. Et puis je t'ai trouvé. Elle tendit la main et toucha doucement son visage. Un garçon de 5 ans, qui n'avait rien, mais m'a tout donné. Il sentit un nœud dans sa gorge. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. « Je veux que tu restes ici avec moi. Je veux te donner une vie que tu mérites. Mais avant, je dois te prévenir. Tout le monde ne sera pas content de cela. » Les semaines suivantes furent les plus heureuses que le garçon ait jamais vécues. Il se réveillait dans un lit chaud, prenait un copieux petit déjeuner, jouait dans les immenses jardins. Madame Whitmore l'inscrivit dans une école privée, où il apprit à lire et à écrire. Elle l'emmenait en promenade, lui achetait de nouveaux vêtements, racontait des histoires avant le coucher. Pour la première fois, il se sentait aimé. Mais ensuite, tout commença à changer. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, il entendit des voix fortes venant du salon. Il s'approcha de la fenêtre et observa. Madame Whitmore se tenait debout, les bras croisés, fixant quelqu'un. Le cœur du garçon se glaça lorsqu'il reconnut la silhouette. C'était sa belle-mère. « Tu n'as pas le droit de l'emmener. » La voix de Madame Whitmore était froide comme la glace. « Tu l'as abandonné. Tu l'as jeté dans la rue comme une poubelle. »« Il est ma responsabilité légale, » répliqua la belle-mère, son ton chargé d'une indignation feinte. « J'ai fait une erreur. J'étais stressée, avec des problèmes financiers. Mais maintenant je suis prête à le reprendre. » Menteuse. Madame Whitmore fit un pas en avant. « Tu ne veux pas le garçon. Tu veux mon argent. Tu pensais que si tu le ramenais, je te donnerais une récompense. » La belle-mère ne nia pas. Au lieu de cela, son visage se tordit de colère. « Tu crois pouvoir simplement prendre un enfant qui n'est pas à toi? J'irai en justice. Je prouverai que tu l'as enlevé. Je détruirai ta réputation. » Le garçon recula de la fenêtre, tremblant. Il ne voulait pas revenir. Il ne pouvait pas revenir.
La vie avec sa belle-mère avait été un cauchemar constant de faim, de froid et de rejet. Mais il n'était qu'un enfant. Comment pourrait-il se battre contre ça? Cette nuit-là, Madame Whitmore l'appela dans le bureau. Elle était assise derrière un immense bureau, entourée de papiers et d'un homme en costume qu'elle présenta comme son avocat. « Je veux t'adopter, dit-elle directement. Officiellement. Je veux que tu sois mon fils, avec tous les droits que cela implique. Mais j'ai besoin de ta permission d'abord. Veux-tu rester ici avec moi? » Il n'hésita pas, oui. « S'il vous plaît. » Elle sourit, et pour la première fois, il vit quelque chose briller dans ses yeux qui n'était pas seulement de la gentillesse. C'était une détermination féroce. « Alors nous allons nous battre. Ensemble. » Le processus légal commença. La belle-mère engagea des avocats, répandit des mensonges, tenta d'utiliser la presse pour transformer Eleanor Whitmore en méchante. Les journaux commencèrent à publier des titres sensationnalistes. Millionnaire vole un enfant à une famille pauvre. Femme riche tente d'acheter l'amour. Le garçon voyait les nouvelles à la télévision et sentait la peur lui serrer la poitrine. Mais Eleanor ne recula pas. Elle apporta des témoins, des voisins qui confirmèrent les mauvais traitements. Elle apporta des dossiers médicaux montrant des signes de négligence. Et, plus important, elle fit témoigner le garçon lui-même. À 5 ans, il monta sur le banc des témoins et, d'une voix tremblante mais ferme, raconta tout. La faim, le froid, le rejet. Et comment une étrangère l'avait traité mieux en un jour que sa belle-mère en des années. Le juge écouta tout en silence. Lorsque le moment de la décision arriva, il regarda directement le garçon et demanda « Où veux-tu rester ?» « Avec elle, » répondit le garçon, désignant Eleanor. Elle-même. Le marteau tomba. L'adoption fut approuvée. La belle-mère sortit furieuse du tribunal, criant des menaces vaines. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Le garçon avait maintenant un foyer. Un nom. Une mère. Les mois qui suivirent la victoire au tribunal apportèrent une paix que le garçon n'avait jamais connue. Il répondait désormais à un nouveau nom, officiellement enregistré comme fils d'Eleanor Whitmore. L'école devint son refuge préféré. Il dévorait des livres, se faisait des amis, découvrait des talents dont il n'avait même pas conscience. Dessiner. Jouer du piano. Résoudre des problèmes de mathématiques qui laissaient les autres élèves perplexes. Eleanor observait tout avec une fierté discrète. Elle parlait rarement de ses projets, mais le garçon commença à remarquer des choses étranges. Des réunions secrètes dans le bureau. Des appels téléphoniques tard dans la nuit. Des piles de documents qu'elle étudiait avec intensité, prenant des notes dans les marges. Quand il demandait, elle se contentait de sourire et disait « Je m'occupe de quelques affaires. Rien dont tu aies à te soucier. » Mais il s'inquiétait. Non par peur, mais par curiosité. Que préparait-elle? Un après-midi, alors qu'il cherchait un livre dans la bibliothèque du manoir, il trouva un dossier oublié sur la table. La couverture était marquée du mot « Projet Aurora » en lettres dorées. Il hésita, sachant qu'il ne devrait pas fouiller, mais la curiosité l'emporta. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des plans architecturaux. Un immense bâtiment, avec plusieurs étages, terrain de sport, salle de classe, réfectoire, dortoir. Il y avait des listes de noms, des budgets, des calendriers de construction. Et au centre de tout, une phrase écrite à la main par Eleanor elle-même, pour les enfants que le monde a oubliés. Il referma rapidement le dossier lorsqu'il entendit des pas approcher. Eleanor entra dans la bibliothèque, portant un plateau avec du thé et des biscuits. Elle vit le dossier sur la table et sourit, mais ne sembla pas fâchée. « Tu as découvert. » Il baissa la tête, gêné. « Désolé. Je ne voulais pas. » « Ce n'est pas grave. » Elle s'assit à côté de lui et rouvrit le dossier. « En fait, j'allais te le raconter bientôt. Tu mérites de savoir. » Elle expliqua tout. Le projet Aurora était un orphelinat et un centre éducatif qu'elle construisait en périphérie de la ville. Ce serait un lieu où les enfants abandonnés, négligés ou en danger pourraient trouver refuge, nourriture, éducation et amour. Un endroit que le garçon n'avait jamais eu avant de la rencontrer. « Quand tu m'as donné ce morceau de pain, tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Tu m'as rappelé que la bonté n'a pas de prix. Qu'un enfant de 5 ans, sans rien, peut avoir plus de richesse dans le cœur que des adultes avec des millions en banque. Je veux créer un endroit où d'autres enfants pourront aussi apprendre cela. » Le garçon sentit des larmes chaudes dans ses yeux. Il ne savait pas quoi dire. Eleanor prit sa main. « Et je veux que tu m'aides. Pas maintenant, tu es encore petit. Mais quand tu seras grand, je veux que tu fasses partie de ce projet. Que tu montres à ces enfants qu'il y a toujours de l'espoir. »
Il hocha la tête, incapable de parler. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, la belle-mère n'avait pas abandonné. La défaite au tribunal l'avait laissée furieuse et désespérée. Elle avait perdu le garçon et toute chance de profiter de lui. Mais la colère la consumait. Comment cette vieille riche avait-elle réussi à tout lui prendre? Elle commença à enquêter. Elle passa des nuits à rechercher des informations sur Eleanor Whitmore, cherchant des faiblesses, des scandales, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser. Et alors, elle découvrit quelque chose d'intéressant. Eleanor avait un neveu éloigné, un homme nommé Richard, qui avait été exclu du testament des années auparavant pour comportement irresponsable. Il vivait endetté, se cachant de ses créanciers. La belle-mère le trouva dans un bar délabré. Elle s'assit à côté de lui et lui acheta une boisson. « Je sais comment tu peux récupérer ton héritage, » dit-elle, d'une voix basse et conspiratrice. Richard la regarda avec méfiance. « Comment ? Ta tante prévoit d'adopter officiellement ce garçon. Si elle le fait, il héritera de tout à sa mort. Tu ne verras pas un centime. » Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer. « À moins que tu ne fasses quelque chose. » Les yeux de Richard brillèrent d'un sombre intérêt. « Que suggères-tu » La belle-mère sourit. Un sourire froid, calculateur. Contester l'adoption. Prouver qu'Eleanor n'est pas mentalement apte à prendre des décisions aussi importantes. Une femme de 80 ans qui se déguise en mendiante et sort dans la rue, ce n'est pas un comportement normal. Tu peux prétendre qu'elle est sénile, que le garçon profite d'elle. Richard but le reste de sa bière, réfléchissant. « Et qu'est-ce que tu y gagnes ?»« Vengeance, » répondit-elle simplement. « Et peut-être une petite compensation pour ma coopération. » Ils conclurent un accord cette nuit-là. Richard engagea des avocats coûteux, utilisant de l'argent emprunté à des usuriers. Il intima une action en justice alléguant qu'Eleanor Whitmore était mentalement incapable et que l'adoption du garçon résultait d'une manipulation émotionnelle. La nouvelle arriva au manoir comme une bombe. Eleanor lut les documents en silence, son expression impassible. Le garçon, maintenant âgé de 6 ans, observait anxieusement. « Ils vont te retirer de moi ?» demanda-t-il, sa voix fine et effrayée. « Non. » La réponse d'Eleanor fut ferme. « Pas tant que je vivrai. » Elle appela ses avocats, mais cette fois, elle fit quelque chose de différent. Au lieu de se défendre uniquement, elle décida de contre-attaquer. Elle engagea des détectives privés pour tout découvrir sur Richard. Ses dettes, ses vices, ses mensonges. Et sur la belle-mère aussi. Chaque maltraitance qu'elle avait infligée au garçon, chaque centime qu'elle avait volé de l'argent destiné à ses soins. Mais Eleanor savait que des preuves ne suffisaient pas. Elle avait besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui toucherait le cœur des gens, qui montrerait la vérité d'une manière que personne ne pourrait nier. C'est alors qu'elle eut une idée. Une idée risquée, mais puissante. Elle appela le garçon dans le bureau et dit « J'ai besoin que tu sois courageux encore une fois. Plus courageux que jamais. Tu me fais confiance ?» Il n'hésita pas, oui. « Alors, montrons au monde qui tu es vraiment. Et qui ils sont vraiment. » Eleanor organisa une conférence de presse. Elle invita des journalistes de tous les grands médias. Le jour venu, la salle était pleine. Les caméras clignotaient, les reporters prenaient frénétiquement des notes. Richard et la belle-mère étaient également présents, assis au fond, confiants que la situation était en leur faveur. Eleanor monta sur scène, le garçon à ses côtés. Elle tenait sa main fermement. Puis, elle commença à parler. Elle raconta l'histoire complète. Comment elle s'était déguisée pour tester l'humanité. Comment des centaines de personnes l'avaient ignorée. Comment un garçon de 5 ans, sans rien, avait partagé tout ce qu'il avait. Elle parla de l'abandon, des mauvais traitements, de la bataille judiciaire. Puis, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle montra des vidéos. Des enregistrements de caméras de surveillance qu'elle avait secrètement installés dans ses vêtements pendant ses jours dans les rues. Les images montraient tout. Des gens lui crachant dessus. Des gens la frappant. Et enfin, la scène finale. Le petit garçon, pieds nus et maigre, ouvrant son sac à dos et sortant le seul morceau de pain qu'il possédait. Le silence dans la salle de presse était absolu. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran géant où les images continuaient de défiler. Le petit garçon offrant de l'eau. La vieille femme buvant avec des larmes aux yeux. Et puis, la scène brutale. La belle-mère ouvrant la porte et poussant le garçon dehors, sa bouche tordue dans des mots de haine que les caméras ne pouvaient pas capter mais que tout le monde pouvait imaginer. Lorsque la vidéo se termina, Eleanor appuya sur la télécommande et l'écran s'assombrit. Elle se tourna vers le public, le dos droit et digne. Ce garçon a maintenant 6 ans. Il m'a sauvé quand j'étais perdu, non dans le corps, mais dans l'âme.
Et maintenant, il y a des gens dans cette salle qui veulent me l'ôter, prétendant que je suis trop vieille, trop fragile, incapable de l'aimer. Elle pointa directement Richard, qui était pâle au fond de la salle. Cet homme là-bas est mon neveu. Il a été expulsé de cette famille il y a 10 ans pour vol, mensonge et destruction de tout ce qu'il touchait. Maintenant il revient, non par amour, mais par cupidité. Il veut mon argent. Et il utilise ce garçon innocent comme un outil. Richard se leva brusquement, renversant sa chaise. C'est de la diffamation. Je vais porter plainte. Porte plainte. La voix d'Éléanore fendit l'air comme une lame. Mais avant, laissez le public voir ceci. Elle fit un signe à ses avocats, qui distribuèrent des documents aux journalistes. Il s'agissait de relevés bancaires, dettes de jeu, prêts usuriers, même un ancien mandat d'arrêt pour fraude qui avait été classé après paiement. La réputation de Richard s'effondra en quelques minutes, tandis que les caméras capturaient son expression de panique. Mais Éléanore n'avait pas terminé. Elle se tourna vers la belle-mère, qui essayait de se cacher derrière d'autres journalistes. « Et toi ?» Éléanore descendit de la scène, marchant lentement vers elle. « Toi qui aurais dû le protéger. Toi qui as reçu de l'aide du gouvernement pour t'occuper de lui après la mort de son père. Laisse-moi montrer au monde comment tu as utilisé cet argent. » D'autres documents furent distribués. Des relevés montrant que la belle-mère avait détourné tous les avantages destinés aux garçons pour des paris en ligne et des achats personnels. Des photos de voisins témoignant de l'enfant fouillant les poubelles pour trouver à manger. Des rapports médicaux datant du moment où il fut retrouvé malnutri. La belle-mère tenta de fuir, mais les journalistes l'entourèrent avec des micros et des caméras. Elle cria des excuses vaines, tenta de justifier l'injustifiable, mais chaque mot qui sortait de sa bouche creusait un trou encore plus profond. Éléanore remonta sur scène et posa la main sur l'épaule du garçon. « Mesdames et messieurs, j'ai 80 ans. Peut-être que je n'ai plus beaucoup d'années devant moi. Mais chaque jour qui me reste, je veux le consacrer à ce garçon et à des centaines d'autres comme lui. Le projet Aurora, qui sera inauguré dans 6 mois, accueillera des enfants oubliés. Il les nourrira, les éduquera, les aimera. Et ce garçon ici, qui m'a enseigné la véritable signification de la richesse, sera le cœur de cette mission. » Les caméras crépitèrent frénétiquement. Un journaliste leva la main. « Madame Whitmore, que dites-vous aux accusations selon lesquelles vous ne seriez pas mentalement capable de prendre des décisions importantes ?» Éléanore sourit, un sourire calme et confiant. « Je dis qu'une personne qui reconnaît la bonté quand elle la voit est plus lucide que quiconque qui ne voit que l'argent. Et si vous avez encore des doutes, j'ai amené 5 spécialistes médicaux qui m'ont examiné cette semaine. Tous ont confirmé que je suis en parfaite santé mentale. » 5 médecins respectés montèrent sur scène, chacun confirmant publiquement l'évaluation. La tentative de Richard de déclarer Éléanore incapable s'effondra complètement. La conférence de presse se termina par des applaudissements. Mais le véritable jugement restait à venir. 3 semaines plus tard, tout le monde se retrouva au tribunal. Cette fois, la salle était comble. Des gens ordinaires qui avaient vu les nouvelles étaient venus soutenir Éléanore et le garçon. Ils tenaient des pancartes « Protégez nos enfants ». L'amour n'a pas d'âge. Le juge entra, le visage sérieux. Il écouta les 2 parties pendant des heures. Les avocats de Richard tentèrent d'argumenter sur la santé mentale, la stabilité, l'avenir financier. Mais chaque argument semblait vide face aux preuves. Quand ce fut le tour d'Éléanore de parler, elle ne fit pas appel à des avocats. Elle se leva elle-même. « Votre honneur, je ne suis pas la mère biologique de ce garçon. Je ne peux pas lui offrir la jeunesse que d'autres mères offrent. Mais je peux lui donner quelque chose qu'il n'a jamais eu, le choix. La sécurité. La certitude que, quoi qu'il arrive, quelqu'un l'aime inconditionnellement. » Elle regarda le garçon, assis au premier rang avec Patricia à côté de lui. « Il m'a sauvé quand je testais l'humanité. Mais la vérité est que je me testais aussi. Est-ce que j'avais encore un but? Est-ce que j'étais encore importante pour quelqu'un? Et puis ce garçon, sans savoir qui j'étais, m'a traité comme une humaine. Il m'a donné tout ce qu'il avait, qui était presque rien, mais qui signifiait tout. » Sa voix trembla, mais elle continua avec fermeté. « Si je meurs demain, il ira bien. J'ai tout prévu. Des tuteurs légaux. Des fonds éducatifs. Une fondation qui poursuivra le travail. Mais si je vis 10, 20 ans de plus, je veux que chaque jour soit consacré à lui enseigner et aux autres enfants que la bonté triomphe. Toujours. » Le juge resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers le garçon. « Jeune homme, comprends-tu ce qui se passe ici ?» Le garçon hocha la tête. Sa voix sortit petite mais claire. « Ils veulent m'emmener loin d'elle. » « Et toi, veux-tu rester ?» « Oui, monsieur.
Elle est ma mère maintenant. La seule vraie que j'ai jamais eue. Le juge ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. La requête de M. Richard est rejetée. L'adoption reste valide. De plus, j'ordonne que Richard Whitmore et l'ancienne tutrice légale du mineur soient enquêtés pour fraude, négligence envers un enfant et conspiration. Ce tribunal reconnaît que le véritable amour ne se mesure pas par l'âge ou la biologie, mais par les actions et les sacrifices. Le marteau tomba. La salle éclata en applaudissements. Éléanore descendit en courant et étreignit le garçon, tous deux en larmes. Patricia les rejoignit, formant un cercle d'amour que personne ne pouvait briser. À l'extérieur du tribunal, Richard fut intercepté par la police. Des mandats d'arrêt furent exécutés. La belle-mère tenta de fuir, mais fut arrêtée avant d'atteindre le coin de la rue. Tous deux allaient affronter les conséquences qu'ils méritaient depuis longtemps. Pendant ce temps, Éléanore et le garçon sortirent par la porte principale, où des centaines de personnes les attendaient. Des enfants des écoles locales, des familles qui avaient suivi l'histoire, et même quelques sans-abri que Éléanore avait rencontrés durant ses jours déguisés. Une femme âgée s'approcha, tenant la main d'un petit enfant. « Merci », dit-elle, les larmes coulant sur son visage, d'avoir montré qu'il existe encore des gens bons. Éléanore sourit, serra sa main et se tourna vers le garçon. Prêt à rentrer à la maison. Il saisit sa main fermement. Toujours. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour au tribunal. Le garçon avait maintenant 11 ans, grand pour son âge, avec des yeux intelligents et un sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Il vivait toujours dans le manoir avec Éléanore, mais la maison avait changé. Ce n'était plus un lieu silencieux et solitaire. Elle était toujours pleine de vie, de rire et de mouvement. Le projet Aurora était devenu réalité. Le bâtiment se trouvait sur une colline surplombant la ville, un complexe immense et moderne accueillant 200 enfants. Il y avait des salles de classe avec les meilleurs professeurs, une immense bibliothèque, des terrains de sport, un théâtre, des ateliers d'art et même un potager communautaire où les enfants apprenaient à cultiver leur propre nourriture. Mais ce qui rendait Aurora vraiment spéciale n'était pas ses installations. C'était l'environnement. Chaque enfant qui arrivait, peu importe d'où il venait ou ce qu'il avait traversé, recevait le même message. Tu comptes. Tu es aimé. Tu as un avenir. Le garçon visitait Aurora tous les week-ends. Il lisait des histoires aux plus jeunes, aidait aux devoirs, jouait au football sur les terrains. Les enfants l'adoraient. Pour eux, il n'était pas seulement le fils d'Éléanore Whitmore. Il était l'un des leurs. Quelqu'un qui avait été dans le même endroit sombre et avait trouvé la lumière. Éléanore l'accompagnait souvent lors de ses visites. Même à 85 ans, elle refusait de rester immobile. Elle parcourait les couloirs, parlait à chaque enfant par son nom, participait au repas. Elle avait trouvé son but, et cela la gardait vigoureuse. Un samedi après-midi, alors que le garçon aidait une fillette de 6 ans avec un dessin, Éléanore s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Ils se dirigèrent vers le bureau principal d'Aurora, une salle spacieuse avec des fenêtres donnant sur les jardins. Sur la table se trouvait un épais dossier. Éléanore l'ouvrit et montra son contenu. « Ce sont les documents de mon testament. Tout y est expliqué. Quand je partirai, et ce jour viendra, tu hériteras de tout. Le manoir, les entreprises, l'argent. Mais plus important encore, tu hériteras de la responsabilité. » Le garçon avala difficilement. Il n'aimait pas penser à ce jour. « Je ne veux pas que tu sois seulement riche, » continua Éléanore, sa voix ferme mais douce. « Je veux que tu sois sage. Je veux que tu utilises tout ce que tu as pour continuer ce travail. Pour développer Aurora. Pour créer d'autres lieux comme celui-ci. Pour montrer au monde que l'argent n'a de valeur que lorsqu'il sert l'amour. » Elle referma le dossier et prit ses mains. « Tu m'as demandé un jour pourquoi je m'étais déguisée en mendiante et étais sortie dans les rues. La vérité, c'est que je cherchais quelque chose. Je cherchais la preuve que le monde n'avait pas perdu son humanité. Et tu as été cette preuve. Un petit garçon qui n'avait rien, mais qui a tout donné. » Des larmes coulaient sur le visage du garçon. Éléanore en essuya une du pouce. « Maintenant, c'est à toi d'être la preuve pour les autres. Montre-leur que la richesse ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en vie touchée, en sourire créé, en futur sauvé. » Il hocha la tête, incapable de parler. 3 ans plus tard, lorsque le garçon avait 14 ans, Éléanore s'éteignit paisiblement dans son sommeil. La nouvelle bouleversa toute la ville. Des milliers de personnes assistèrent aux funérailles. Les enfants d'Aurora, maintenant adultes et réussis, vinrent de tout le pays. Des entrepreneurs, des politiciens, des gens ordinaires, tous rendant hommage à la femme qui avait changé tant de vies.
Le garçon, maintenant adolescent, se tint aux côtés du cercueil et fit le discours d'adieu. Sa voix ne trembla pas. Il avait appris avec elle à être fort. Elle m'a appris qu'un morceau de pain peut changer le monde. Que la bonté est la seule monnaie qui ne perd jamais de valeur. Que l'amour ne coûte rien, mais vaut tout. Et elle m'a appris que être riche ne signifie pas avoir beaucoup, mais donner beaucoup. Il regarda la foule, toutes ces vies qu'Eleanor avait touchées. Elle est partie. Mais son œuvre continue. Et je promets, devant vous tous, que je vais honorer sa mémoire. Je vais développer Aurora. J'aiderai chaque enfant que je pourrai. Je vivrai comme elle a vécu, le cœur ouvert et les mains tendues. Les années qui suivirent prouvèrent qu'il tint sa promesse. À 21 ans, il avait ouvert 3 nouveaux centres Aurora dans différents États. À 25 ans, ils étaient 10. Tous suivant le même modèle, amour, éducation et dignité pour les enfants oubliés. Il n'oublia jamais d'où il venait. Il conserva la maison modeste où il avait vécu avec sa belle-mère comme un mémorial, la transformant en petit musée racontant son histoire. Des visiteurs venaient de tout le pays pour voir l'endroit où tout avait commencé. Pour comprendre que les grands changements commencent par de petits gestes. Un jour, déjà adulte, il retourna dans cette ruelle où Eleanor l'avait trouvé tant d'années auparavant. L'impasse était toujours là, maintenant propre et éclairée. Il s'assit par terre, adossé au même mur où il avait dormi cette nuit froide et solitaire. Un enfant passa en courant, poursuivant un ballon. Il s'arrêta en le voyant assis là, vêtu d'un costume cher mais avec une expression gentille. « Vous allez bien » demanda l'enfant. Il sourit. « Oui. Je me souviens juste de quelque chose d'important. » « De quoi ? » « Que rien n'est permanent. Ni la pauvreté, ni la douleur. Si tu as de la bonté dans ton cœur, le monde te le rendra de façon que tu n'as jamais imaginée. » L'enfant sembla confus, mais hocha la tête et courut après le ballon. Il resta là quelques minutes de plus, ressentant de la gratitude pour tout ce qu'il avait vécu. Pour la douleur qu'il avait façonnée. Pour la bonté qu'il avait sauvée. Pour la femme qu'il avait aimée. Quand il se leva et retourna vers la voiture, il connaissait la vérité qu'Eleanor avait toujours voulu lui enseigner. Il était le garçon le plus riche, non pas parce qu'il avait des millions à la banque, ni parce qu'il vivait dans des manoirs ou possédait des entreprises. Il était le garçon le plus riche parce que son cœur était plein. Plein d'amour reçu. Plein d'amour donné. Plein de but et de signification. Et aucun argent au monde ne pouvait acheter cela. Il monta dans la voiture et dit au chauffeur « Allons à Aurora. Les enfants m'attendent. » Alors que la voiture s'éloignait, il regarda par la fenêtre et vit son reflet dans le verre. Il ne vit pas un entrepreneur ou un philanthrope. Il vit un garçon de 5 ans tenant un morceau de pain, prêt à le partager avec ceux qui en avaient besoin. Et il sourit, parce qu'il savait que ce garçon n'était jamais parti. Il était toujours là, en lui, guidant chaque décision, chaque action, chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la bonté triomphe toujours. Toujours.